Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Félix, Et bonsoir Guillaume. je vous accueille en tant que président de la société Villefranche-Wengler pour cet entretien autour de la 8e de Bruckner, dont nous allons commémorer les bicentenaires de la naissance. Nous commémorons aussi cette année le 70e anniversaire de la mort de Wilhelm Furtwängler. Inutile de revenir sur la grande affinité entre Furtwängler et Anton Bruckner. Si nous vous avons invité, c'est parce que la société veut proposer à ses adhérents la dernière version que Furtwängler donne de la 8e symphonie du maître Bruckner. Et cette version, donnée en 1954, est la dernière qu'il donne de sa vie, et il a des caractéristiques bien particulières. Donc, nous avons préparé un petit questionnaire pour que vous donniez votre impression sur cette version-là. Et donc, je laisse la parole à Guilhem. Pour introduire un petit peu, puisque la société donc réédite ce concert de Furtwängler au Musikverein du 10 avril 1954. Il y dirige donc la 8e de Bruckner, dans une interprétation et une édition qui diffèrent des précédentes interprétations qu'il en a données. En effet, c'est vraiment une interprétation à part, presque distante d'un côté, mais en même temps extrêmement poignante. Et donc, je suis aujourd'hui avec Félix, président de la société Furtwängler, Félix Mathuset, bonjour. Bonjour. Et avec monsieur Jean-Claude Hulot, critique musicale à diapason et à res musica, spécialiste de la musique symphonique et en particulier du répertoire brucknerien. Bonjour. Bonjour. Et pour commencer, je crois qu'il faut présenter cet enregistrement dans son contexte, car ce concert, il intervient à un moment particulier de la carrière de Furtwängler, Félix. Tout à fait, c'est avril 1954. Furtwängler n'a plus que 7 mois à vivre. Et donc, pour tous les Furtwängleriens, tous ces enregistrements des derniers mois de sa vie sont très, très importants parce qu'ils sont très, très poignants et quelquefois, on peut dire, presque prémonitoires.
Furtwängler, Jean-Claude Hulot, est un interprète privilégié de la musique de Bruckner, je pense qu'on peut dire ça. Comment est-ce qu'on pourrait définir son approche des symphonies de Bruckner? Alors, d'abord, tout à fait, Furtwängler, la musique de Bruckner compte énormément dans Furtwängler, dans son évolution stylistique, dans ses compositions aussi, parce que les œuvres de Furtwängler sont manifestement souvent inspirées par les symphonies de Bruckner, et puis parce que dès son premier concert en 1906, il avait mis au programme la 9e symphonie, et qu'il va ensuite diriger les symphonies de la 3e à la 9e tout au long de sa carrière. En particulier la 8e, il va la diriger de 1914, lorsqu'il la dirigera pour la première fois à Lübeck, jusqu'en 1954, donc l'un de ses ultimes concerts, celui qui nous réunit ce soir. Alors, ce qui est marquant aussi dans la relation de Furtwängler à Bruckner, et particulièrement à la 8e symphonie, c'est le problème que vous avez évoqué en introduction des éditions. Bruckner a composé une première fois la symphonie en 1887, il l'a terminée en 1887, il l'a reprise ensuite, suite au refus des premiers chefs d'orchestre de la jouer, pour donner une deuxième version en 1890. Et puis, après la création, quand l'œuvre a été publiée pour la première fois, éditée pour la première fois, elle l'a été avec des révisions et des corrections faites par certains élèves de Bruckner. Donc Furtwängler, c'est cette version-là qui a été la version que Furtwängler a dirigée au début de sa vie, jusqu'en 1939, parce qu'en 1939, et s'inscrivant dans un grand mouvement musicologique de réédition des versions initiales authentiques de Bruckner, Furtwängler va être amené à créer ce qu'on appelle l'édition Haas de la 8e symphonie. Il va créer cette œuvre en 1939 avec déjà des réticences. Il va reprendre cette symphonie en 1944 à Vienne et 1949 à Berlin dans une version qui part de l'édition dite Haas mais avec quelques coupures. Et en 1954, il revient apparemment au texte révisé de l'édition d'Oblinger de 1892. Donc c'est une œuvre qu'il donne cette fois à la fois dans la version modifiée, mais dans la version qu'il a, lui, dirigée et travaillée pendant 25 ans. Donc on peut y voir d'une certaine façon, de sa part, une volonté de retour aux sources. Puis-je me permettre juste de poser une question par rapport à ça? C'est le choix de cette édition-là, pour 1954, c'est un choix artistique ou un choix de disponibilité du matériel? Parce que très souvent, les matériels désirés par les chefs d'orchestre n'étaient pas disponibles. Donc, est-ce que c'est un choix artistique ou simplement les problèmes de disponibilité du matériel? Alors, c'est une excellente question, pas forcément très simple à résoudre, parce que Furtwängler a, dans ses écrits assez nombreux sur Bruckner, eu des positions divergentes suivant les symphonies et suivant les époques. Pour la 4e symphonie, par exemple, il est resté fidèle à la version révisée jusque dans ses enregistrements d'après la guerre. Pour la 5e et la 9e, il s'est au contraire tout de suite adapté aux versions authentiques, il a délaissé les versions corrigées. Pour cette 8e, il semble avoir hésité entre la version qu'il avait créée en 1939, mais à laquelle il n'adhérait pas pleinement, et cette version révisée. Alors, il faut aussi savoir que ce n'est qu'après la mort de Furtwängler en 1955 qu'une nouvelle édition qu'on appelle Novak va reprendre le texte entre guillemets définitif en le purifiant des modifications faites par les élèves de Bruckner. Mais je pense qu'il y avait, de la part de Furtwängler, il l'a d'ailleurs écrit dans ses notes, une volonté de retrouver un Bruckner authentique qui ne soit pas pour autant le Bruckner des pharisiens et des scribes, comme il l'a lui-même écrit. Tout à fait. Donc je pense que c'est une partie partiellement délibérée en effet. On peut dire aussi que ce soit la version Haas ou la version d'Oblinger, Furtwängler a mis un peu sa patte aussi.
c'est pas 100% l'édition Ce n'est pas de exactement. laquelle on Exactement. parle. Et si on écoute, d'ailleurs, si on écoute attentivement les versions qu'il a enregistrées, enfin, qu'il a dirigées en 1944 à Vienne et 49 à Berlin, elles ne sont pas exactement semblables. Il y a des modifications d'orchestration, et puis il part de l'édition Haas, mais il ne retient que certaines corrections de Haas, il en écarte d'autres. Donc il avait un regard presque un peu créateur sur ses œuvres. Il faut se souvenir que Furtwängler avait 10 ans quand Bruckner est mort, et que pour lui c'était des œuvres presque contemporaines. Enfin, il l'a dit lui-même, c'est les œuvres de la génération presque précédant la sienne. Donc il avait avec elle un rapport libre.
Et au-delà de l'édition, en parlant d'interprétation, de l'interprétation de Furtwängler en elle-même, cette version du 10 avril 1954, elle est vraiment à part parmi toutes les huitièmes de Furtwängler. On parlait de 1944 à Vienne, disponible chez Tara, des 14 et 15 mars 1949, respectivement chez EMI et Audité. Mais cette version du 10 avril 1954, en quoi est-ce qu'elle diffère? Qu'est-ce qui, au fond, la singularise des autres? Alors, si on la compare en effet avec la version de Vienne précédente, donc 10 ans auparavant, ou avec la première des deux versions de 49, qui je trouve est plus satisfaisante que la deuxième, qui était en public et qui pose plus de difficultés, de bruit de fond, de tout, etc. On constate que cette version est beaucoup plus sereine, je dirais, que la version de 1944, qui est, comme beaucoup d'interprétations de Furtwängler à la fin de la guerre, animée par une sorte de fièvre et de tension permanente que la version de 1954 a beaucoup moins. Alors, ce n'est pas seulement une question de tempo, encore que l'adagio de 1954 soit sensiblement plus lent que ceux des versions antérieures. Il est facilement un peu plus de 2 minutes de plus au total qu'en 44 ou 49, mais surtout il y a comme pas une distance, mais en tout cas un peu comme s'il regardait d'un peu plus loin l'œuvre et comme s'il était un peu plus serein dans son approche que dans les versions précédentes. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti en réécoutant les trois versions, puisque celle de 39, malheureusement, elle a été diffusée sur les ondes à l'époque, mais la bande ne nous est pas parvenue. Hélas. Hélas. Mais justement, par rapport à cette version, c'est vrai que, il faut l'avouer, même parmi les Furtwängleriens, appelons-le comme ça, cette version n'est pas toujours vers laquelle on va. De prime abord, c'est toujours 44, 49 qui frappe. Et c'est vrai, moi-même, je l'avoue, j'ai eu plus de mal à approcher cette vision-là, assez étonnante, parce que les premiers mouvements, ça donne l'impression, entre guillemets, d'un Furtwängler un peu, comme un peu fatigué. Ça donne cette impression-là d'un homme qui est déjà un peu dans un autre monde et qui saura se manifester dans l'adagio. Ou plus loin, c'est pas possible de mener ces mouvements-là. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous voyez les choses autrement. Non, je pense que l'adagio est en effet... D'abord, l'adagio, c'est le plus grand mouvement de la symphonie, c'est vraiment le cœur expressif de la symphonie. Mais là, dans cette version-là, c'est là que Furtwängler atteint, je trouve, le sommet de son interprétation, manifestement. Avec ce qui est frappant aussi, une énorme liberté de tempo, parce que sa version n'est pas globalement très... elle est un peu plus lente que celle des années précédentes, elle n'est quand même pas globalement très lente. Si on a dans l'oreille ce qu'après lui fera de ses Dibidache, on est très loin des tempi de celui qui se réclamait comme son disciple. Mais il y a dans l'adagio des passages qui sont totalement suspendus, hors du temps, et qui sont extraordinaires. Et surtout, ce mouvement-là, c'est vrai qu'il faut inciter tous les adhérents à écouter attentivement ces mouvements, parce qu'il arrive à donner un tempo tellement lent. On se demande comment, surtout les cornistes, arrivent à tenir, parce que quelque part, il n'y a plus de tempo. C'est tellement large, c'est une grande méditation. Et ça, c'est la performance de l'orchestre qu'il faut aussi célébrer. Mais je ne sais pas, est-ce que Furtwängler était déjà un peu atteint de ces problèmes auditifs qui lui créeront quelques problèmes avec les mois qui vont venir? Je ne sais pas si on a des précisions plus grandes là-dessus. Je ne sais pas. Moi, j'ai toujours compris que c'était un peu plus tard, quand il avait redirigé sa seconde symphonie, qu'il n'entendait plus le début, et que c'est ça qui avait été l'élément déclencheur. Maintenant, peut-être, est-ce que là, déjà, sans
sans que les auditeurs le sachent, il avait déjà ces quelques difficultés. Et finalement, cette interprétation très différente, est-ce qu'elle ne nous donne pas à voir une nouvelle facette de l'art de Furtwängler, l'esquisse du dernier Furtwängler? Elle est certainement, enfin, encore une fois, ce qui frappe par rapport à la version de 44, c'est que même dans les mouvements où les tempos sont à peu près semblables, n'ont pas beaucoup bougé, en particulier le scherzo de 44 donne l'impression d'une fièvre et d'une inquiétude très grande, alors que celui de 54 est beaucoup plus serein. Encore une fois, le tempo est le même, mais l'accentuation, le vibrato n'est pas aussi prononcé, et donc l'impression est beaucoup plus sereine malgré la même durée. Et si on devait reprendre un peu notre conversation, et Guilhem l'avait évoqué tout à l'heure, sur un plan global, comment vous décrirez cette version-là par rapport aux deux autres dans l'art de Furtwängler? Vous trouvez qu'il y a une continuité dans son interprétation, ou pour vous il y a des approches complètement différentes? Il y a une continuité dans son interprétation, dans la mesure où on retrouve toujours les mêmes passages, par exemple dans l'adagio où il accélère vers les crescendo, vers le sommet avec ces fameux coups de cymbales. Ça se retrouve d'une interprétation à l'autre. En revanche, c'est vrai qu'il y a un certain passage, notamment de l'adagio, où alors là le temps se distend d'une façon qui dépasse complètement ce qu'il y avait auparavant. Et de façon générale, je trouve qu'on a une vision plus, encore une fois, presque détachée du monde dans cette symphonie qu'il n'y avait pas dans les versions. Et la version de 44, elle est contemporaine aussi de cette extraordinaire 9e symphonie qu'il a donnée à l'époque, et qui est elle aussi ou de la 5e de 1942, qui sont une véritable course à l'abîme qu'il dirigeait de façon terrible. Vraiment terrible au sens provoquant une véritable terreur de l'auditeur. Ça aurait été intéressant d'écouter Furtwängler dans la 9e symphonie de Bruckner à la même époque. Parce que par exemple, en mai, juin 54, qu'est-ce que ça aurait donné? Si on compare par exemple, il a fait 2 fois la 5e symphonie, il y a une version je crois en 42 et une autre qui date des années 50 de Salzbourg, qui elle est beaucoup moins, enfin qui a moins ce côté terrifiant que la version de 42, et qui est, je trouve, moins impressionnante. Beaucoup plus lumineuse. Qui est plus lumineuse, qui est plus... Disons que c'est vrai qu'il ne pouvait pas reproduire la même chose que 42 et 44, 10 ans plus tard, ou 8 ans plus tard, ça c'est évident. Mais précisément par rapport à cette 8e symphonie, est-ce qu'on peut dire que il y a toujours des difficultés à utiliser ce terme un peu définitif? Est-ce que ça peut faire partie d'une sorte de testament musical de Furtwängler par rapport à cette vision, comme vous disiez tout à l'heure, un peu hors du monde, comme une sorte de pressentiment, je ne sais pas, c'est difficile de prêter des intentions aux gens, mais c'est vrai que l'adagio fait penser à quelque chose comme ça, que s'il avait dû la donner 4-5 mois plus tard, qu'est-ce qu'il aurait fait de plus dans ces mouvements? Non. Tout à fait. C'est vrai que dans l'adagio de la 9e, il y a un passage qu'on appelle parfois l'adieu à la vie. Eh bien, cet adagio de la 8e de 1954, on a parfois un peu cette même impression d'un adieu à la vie de la part de Furtwängler. L'œuvre, enfin, voilà, il s'abîme dans une méditation dont on a l'impression que c'est vraiment une méditation un peu ultime, que c'est un peu un adieu qu'il fait à cette œuvre. Encore une fois, il l'avait dirigée plus d'une cinquantaine de fois dans sa vie, pendant 40 ans, donc il la connaissait vraiment. Et je pense que, d'ailleurs, on peut aussi faire une petite remarque. Dans les premiers concerts où Furtwängler dirigeait cette symphonie, il la dirigeait avec autre chose. C'est-à-dire qu'il y avait un concerto et cette symphonie.
Donc ça laisse un peu supposer que l'approche devait de toute façon être assez différente que celle-là, où elle était seule dans le programme et où il a pu s'épancher totalement comme il le voulait dans cette œuvre. Ouais, il faut dire qu'il fut un temps où les concerts étaient très longs. Il était très À un peu l'époque, fluffy. Beethoven, on pouvait donner une ouverture, 2 concertos, une symphonie, des concerts qui devaient durer 3 heures, inimaginables de nos jours. Écouter l'empereur, l'héroïque, plus la 7e symphonie, et une ouverture pour conclure les concerts. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Je ne savais pas ces détails-là. Maintenant, on ne conçoit pas écouter la Bruckner, cette symphonie-là, avec autre chose. Ouais, c'est un monde... Quand on voit des programmes de concert où il y a le 2e concerto de Brahms qui fait déjà 45 minutes, plus cette symphonie, ou bien l'empereur plus cette symphonie, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'imagine plus ce genre de choses. C'est plus possible. C'est plus possible. Et là, donc, c'est un concert d'après la Seconde Guerre mondiale. C'est déjà, manifestement, c'est déjà plus la même chose que quand, dans les années 1915 ou 1920, von Wengler faisait ses premières armes et dirigeait cette symphonie pour les premières fois.
Merci à tous les deux, merci Félix, merci Jean-Claude pour votre participation. Ce concert du 10 avril 1954 avec la 8e de Bruckner sera disponible dans un nouveau mastering par le studio Aresson à Annecy. Christophe Henneau, qu'on salue pour son merveilleux travail. Et qui nous sortiront le 10 avril. Exactement. 10 avril 2024, 1954-2024. Les 70 ans. Les 70 ans de l'interprétation. Elle sera donc disponible sur le site de la SBF, ainsi que disponible avec le Pass Streaming, disponible au tarif de 10 € par an. Merci à tous pour votre écoute de ce podcast. Merci encore pour votre participation. Vous pouvez nous retrouver sur le site fordwangler.fr ainsi que sur la chaîne YouTube. Et on vous dit à bientôt.